Merci à toutes et toutes d'être toutes et toutes, oui, toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va réfléchir à comment penser l'intersection des luttes et conjuguer écologie, féminisme, antiracisme et beaucoup d'autres choses, bien entendu. Pour réfléchir à ce sujet, j'ai avec moi donc 4 femmes formidables pour l'instant. Il manque Grasly, que je vous présenterai quand elle arrivera. Mais alors, je vous présente Mélissa Camara, qui est femme politique, conseillère municipale de Lille, députée européenne, les écologistes. Tiffany, comédienne, autrice, metteuse en scène, militante féministe, antispéciste, enfantiste et créatrice de la féminine universelle. Anna Toumazov, je prononce bien, ouais. Journaliste et présentatrice radio et activiste féministe, bien sûr. Et à côté de moi, Caméra Vesic, directrice générale de l'association Pic-Pic Environnement. Merci à toutes les 4 d'être ici. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que l'intersectionnalité, c'est vouloir tout changer? Qui veut prendre la parole dessus? Alors, est-ce que c'est vouloir tout changer? Peut-être déjà faire un point sur d'où on parle quand on parle d'intersectionnalité. Un petit point conceptuel. Donc l'intersectionnalité qui est née dans les années 90, c'est un mouvement, c'est un concept théorique, une clé de compréhension du monde qui a été élaborée par l'afroféminisme. En fait, il y a un livre d'anthologie du Black Feminism qui résume un peu dans quelle situation étaient les femmes afro-américaines. C'est toutes les femmes sont blanches, tous les hommes sont noirs. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, à un moment, aux États-Unis, qui se sont retrouvées dans des situations où, quand elles militaient dans des mouvements pour les droits civiques, elles se retrouvaient en minorité parce que les hommes prenaient tout l'espace. Et en tant que féministes, quand elles luttaient dans le mouvement féministe blanc universel, en fait, elles se retrouvaient minorisées aussi parce que l'universel étant blanc, ça créait des incompréhensions et surtout des points de vue qui n'étaient pas pris en compte. Et c'est en ça que l'intersectionnalité est une notion importante, parce que ça permet d'élargir finalement les points de vue et d'avoir une clé de compréhension qui prenne toutes les expériences. Et du coup, en tant que femme politique, l'intersectionnalité est essentielle et je veux tout changer parce qu'aujourd'hui, on a des politiques publiques qui ne changent pas la vie des gens, parce que, et notamment des femmes principalement, parce qu'elles ne prennent pas en compte ce petit outil théorique qui pourrait changer tellement de choses. En fait, une politique publique aujourd'hui qui ne prend pas cette notion en compte, c'est une politique publique qui ne sert à rien parce qu'elle ne prendra pas en compte l'expérience des femmes les plus précaires, des femmes racialisées, des femmes minorisées. Et donc, c'est en ça qu'il faut aujourd'hui dans les assemblées absolument des gens qui aient en permanence en tête cette petite notion pour tout changer et changer la vie des gens, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait de la politique. Merci. Merci. Est-ce que tu veux réagir aussi sur ta vision de l'intersectionnalité et puis est-ce que tu veux tout changer? Déjà, oui, je pense que c'est assez important. L'intersectionnalité, c'est même pas un outil, mais c'est le fait de considérer qu'effectivement des personnes se trouvent à l'intersection de plusieurs oppressions et que le seul féminisme universaliste qui refuserait de voir que au simple fait d'être une femme peut s'ajouter d'autres oppressions ne suffit pas. L'antiracisme, quand également il ne se saisit absolument pas des questions féministes et des questions queer, peut aussi finalement se retrouver démuni à aider les femmes et personnes queer racisées. Et du coup, il y a cette idée d'outils. Après, c'est ce que je te disais quand on s'est téléphoné au sujet de cette conférence. L'intersectionnalité, c'est un peu comme la bienveillance. Je trouve ça toujours bizarre quand des gens s'auto-labellisent bienveillants. Ça me met très mal à l'aise. De la même façon, en tant que féministe blanche, j'ai déjà vu des personnes le faire, qui n'étaient pas toujours des personnes très recommandables d'ailleurs, mais s'auto-labelliser féministe intersectionnelle. En fait, non, tu peux pratiquer l'intersectionnalité, enfin tu peux essayer en tout cas de visibiliser tes sœurs trans, tes sœurs racisées et tout, et de porter donc même des combats qui ne te concernent pas directement
en tant qu'individu, mais de là à se labelliser comme étant intersectionnel, c'est un peu comme un homme qui va se labelliser tout seul féministe ou allié, quoi. Ça me semble un petit peu malvenu finalement. Donc voilà. Et ensuite, est-ce qu'il faut tout changer Je pense qu'on ne trouvera personne dans la salle qui va nous dire que non. Donc voilà. Je vais me ranger à l'avis général. Toutes et tous d'accord. Et bonjour Grace. Bonjour Grace, bienvenue. Donc Grace Lee, qui est écrivaine, réalisatrice de podcasts et militante antiraciste. J'ai demandé comme première question, est-ce que... C'était quoi déjà ma première question? Est-ce qu'on veut tout changer en tant que personne intersectionnelle? Est-ce que tu as envie de répondre à cette question? Bah oui, bien sûr. Je pense qu'on veut tout changer et c'est même trop tard en fait. C'est-à-dire que c'était pour hier. Donc oui, bien sûr que c'est super d'avoir cette discussion et moi je suis ravie d'être là avec vous dans ce lieu et c'est urgentissime. Enfin voilà, c'est pas nouveau. Je pense que vous tous ici le savez et que c'est pour ça qu'on est là. Et que l'intersectionnalité c'est une manière. Enfin, c'est un outil en fait pour appréhender les oppressions et voir comment elles peuvent en fait, ce qu'elles créent comme réalité. Et ces réalités ne sont pas binaires, elles ne sont pas voilà. Donc, j'imagine que vous avez déjà défini l'intersectionnalité. Vous l'avez déjà fait. J'ai pas besoin de répéter. J'ai tenté rapidement. Ok. Alors, enfin, j'espère que je ne répète rien, donc que c'est un outil juridique créé par Kimbella Crenshaw en 89, lorsqu'elle a écrit un texte qui a été publié, et dans lequel elle théorise en fait cet outil qui permet d'appréhender la réalité des femmes. C'était lors d'un procès aux États-Unis, dans une entreprise d'automobile, où il y avait des femmes qui avaient été mises à l'écart en fait par l'entreprise, et donc elles ont intenté un procès, et l'entreprise disait bah, écoutez, c'était des femmes noires et l'entreprise disait bah, écoutez, il y a des personnes noires dans l'entreprise, je vois pas de quoi vous m'accusez. Il y avait effectivement des hommes noirs qui travaillaient dans l'entreprise, et ils disent bah, il y a des femmes qui travaillent dans l'entreprise, vous voyez, regardez, il y a des femmes, effectivement il y avait des femmes qui travaillaient dans l'entreprise, mais elles étaient blanches. Et donc les femmes qui ont intenté le procès ont dit écoutez, nous on vit une réalité qui n'est ni prise en compte par Enfin, c'est ni le genre ni la question raciale, en fait. C'est les deux en même temps. Et c'est pour ça que, en fait, c'était comme un angle mort, en fait, de la lutte. C'est-à-dire qu'on ne savait pas comment dire, bah, en fait, parce qu'elles étaient noires et femmes à la fois, elles étaient mises à l'écart. Elles n'avaient ni de poste de secrétariat, comme c'était le cas à l'époque des femmes blanches dans l'entreprise, ni elles n'étaient pas ouvrières, comme des hommes noirs étaient dans l'entreprise. Voilà. Et donc ça permet d'appréhender cette réalité-là. C'est un outil en fait. Et donc ce que ça veut dire, c'est que c'est un outil pour apprendre nos réalités, mais ça en aucun, c'est pas une solution en fait. C'est pas censé être une solution. C'est juste une description en fait de ce qu'on vit. Voilà, exactement. Oui, bah déjà merci. Je suis très contente d'être là avec vous et d'être entourée de personnes aussi intéressantes, pertinentes, influenceuses, femmes politiques, artistes. Alors moi, je représente un peu encore une autre catégorie. On est le terrain, nous. Vraiment assaut de terrain. Alors je sais pas, qui connaît Pic-Pic dans la salle? Levez la main. Ah quand même, purée, ça fait bizarre. Ok. On a une asso de mamans. On s'est créé sur le terrain pour... il y en a dans la salle d'ailleurs, des fondatrices de Pic-Pic. On a une asso de mamans en Ile-de-France et on s'est créé justement parce qu'on cherchait ensemble des réponses en tant que femmes, en tant que maman, pour la protection de nos enfants. C'est vraiment ce qui nous a réunis au départ. Et en fait, voilà, on est une cinquantaine de salariés, on fait 2000 actions par an. Nous, on ne se pose pas la question le matin, est-ce qu'on fait l'intersectionnalité? On réfléchit peut-être pas autant que vous, on théorise certainement pas autant que vous. Et heureusement que vous le faites pour nous. Nous, on est comme Monsieur Jourdain, quoi. On fait des luttes féministes, des luttes environnementales, des luttes antiracistes tous les matins, mais on ne sait pas que ça s'appelle comme ça. Voilà. On travaille, par exemple, beaucoup dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Là, on a vraiment des lieux, des locaux au pied des tours, et les mamans, elles ont des problématiques tous les jours. Il n'y a pas de prof à l'école pour leurs enfants. Les profs ne sont pas remplacés. Ça, vous avez peut-être dû l'entendre à la télé. Là. Pas trop de profs dans le 93. En termes de santé,
la qualité de l'air dans le 93. Je ne sais pas si vous pouvez vous douter un peu du niveau de la qualité de l'air dans le 93. Voilà, donc énormément de problématiques de santé. Un truc aussi basique que l'alimentation. En termes d'alimentation, c'est terrible. Moi, pour avoir vécu là-bas que 6 mois, aller juste trouver des concombres, des pommes, quoi. Enfin, je veux dire, des kebabs, il y en a plein, mais juste un petit Franprix qui va te vendre des trucs, il n'y a pas. Donc, c'est des problématiques vraiment très difficiles. On n'a pas mis un nom dessus. Mais en plus de ça, donc, en plus de le vivre au quotidien, elles se font taper dessus. On leur dit, vous êtes des mères démissionnaires, vous êtes des mauvais parents, vous abandonnez, vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Et on a plein de gens très, très, très intelligents qui viennent leur apprendre. Il y a plein de gens qui viennent apprendre aux parents des quartiers populaires comment il faut faire. Je suis morte de rire. Pour des gens dont l'empreinte, si on doit parler un peu pointu, si vous voulez vraiment comparer les empreintes environnementales des uns et des autres, je pense que les mamans des quartiers populaires vous ont battu à plat de couture, tous dans cette salle. Et ce n'est pas de leur faute. Je pense qu'elles voudraient bien, elles aussi, consommer plus, mais elles n'ont pas trop le choix. Donc, voilà, c'était pour dire que toutes ces menaces, toutes ces problématiques, elles les subissent au quotidien. Elles essayent d'y trouver des solutions. Nous, on les accompagne pour ça. On ne se réveille pas le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, si on faisait un peu de féminisme, demain, on fera un peu d'antiracisme et tout. » Non, on s'est réunis au départ sur des sujets de comment on peut bien vivre ensemble. Et maintenant, ce qui nous mène, c'est vraiment un sujet de justice. Il y a un mot, voilà, à retenir. Justice. Justice sociale, justice environnementale. Sandrine Rousseau en a bien parlé juste avant. Justice dans le monde. Voilà, le droit international, il existe. Pourquoi on ne le respecte pas, putain. Voilà. Donc, pour moi, intersectionnalité, c'est peut-être un mot que je ne maîtrise pas bien, c'est peut-être des concepts que je ne maîtrise pas bien. Sur le terrain, on est plutôt des animateurs, nous, des accompagnateurs, on fait de l'éduc-pop. Mais il y a un mot qu'on connaît, c'est le mot justice. Et ça, on l'a un peu en travers de la gorge, quoi. Ben justement, il y avait beaucoup de femmes qui, dans les quartiers populaires, ont fait avancer la cause animaliste en demandant des repas végétariens pour leurs enfants. Justement, ben, j'aimerais bien que Tiffaine, tu interviennes dessus, ta vision de l'intersectionnalité et de l'animalisme qui a sa place dedans. Oui, bonjour. Alors, j'ai un peu plus de voix qu'hier pour les gens qui étaient là au spectacle, mais pas beaucoup plus. Donc, dites-moi si vous comprenez rien. Donc, je plus sois à tout ce qui a été dit, évidemment. Moi, ce que ça m'évoque, c'est par exemple dans son livre Radical et fluide, Réjeanne Sénac, qui était là vendredi soir, a interrogé plein de militantes et de militants de différentes causes. Et alors, est-ce que... Enfin, moi, j'aime bien aussi parler de complicité des luttes, elle propose. C'est-à-dire l'idée que chaque lutte... C'est important qu'elle existe en elle-même déjà. Parce que lorsque on veut tout faire en même temps, on remarque que c'est toujours les luttes des mecs qui se mettent devant. Enfin, moi, voilà, ça, on le sait à peu près. Donc, en fait, c'est Laura Carpentier-Goffre, qui est sociologue et autrice, qui explique qu'en fait, dans l'inconscient collectif, être opprimé, pour un groupe, ça signifie inconsciemment, hein, ça va pas, on est traités comme des femmes alors qu'il y a des hommes parmi nous. Du coup, être opprimé, c'est possible que pour les hommes, parce que nous, on est là, genre, on est traités comme des femmes alors que, on est des femmes, vous voyez. Et donc, c'est important que chaque lutte existe, chacune de son côté, et s'allie à plein de moments pour faire ensemble. Parce que l'ennemi principal, comme dirait Christine Delphi, c'est le même. C'est le viril toxique, pléonasme par excellence, qui va aller s'approprier les terres, les femmes, les enfantes, les enfants, et qui va traiter aussi parfois comme il traite sa femme, c'est-à-dire en esclave, en objet, d'autres peuples en entier, où parfois on trouve dedans aussi des hommes. Mais c'est pas plus grave quand il y a des hommes dedans que quand il n'y en a pas. Et même, c'est pas plus grave quand il y a des personnes humaines dedans ou quand il n'y en a pas. Et ce que je remarque, c'est que souvent, quand on parle d'intersectionnalité, il y a deux luttes qu'on oublie systématiquement. On commence à parler de féminisme, mais voilà, c'est fragile encore, mais heureusement, voilà, on en parle. C'était dans le titre de cette conférence avec l'écologie et l'antiracisme, super.
pour moi, les 3 luttes de base, le viril toxique premier, il a commencé par opprimer qui est en face de lui, on est d'accord. Et qui était en face de lui? Les femmes et les enfantes et les enfants. Il va utiliser la femme pour les produire, en fait. C'est ça, un patriarcat. Et la lutte enfantisme, c'est un mot que j'ai dû inventer en 2012 en écrivant de compte à rebours parce que ça n'existait pas. Je me suis dit, alors pour les droits des femmes féministes, pour les droits des enfantes et des enfants, moi c'était ma première lutte. Je faisais des manifs anti-adultes quand j'étais à l'école. Vraiment, à bas l'adulte, ces gens qui voulaient me forcer à finir mes assiettes, mais de quoi je me mêle, ces gens qui voulaient me forcer à manger du cadavre de personnes animales que j'aime, ces gens qui voulaient m'empêcher de voter. Bon, il se trouve qu'à l'époque, j'aurais très mal voté puisque j'aimais bien la marionnette de Chirac. Bref. Mais ceci mis à part, j'ai même fait des pièges anti-adultes assez dangereux. Bon, voilà. Mais du coup, c'était vraiment ça. Et donc, j'ai inventé animalisme. Et en fait, j'ai appris longtemps après que dans les mêmes années, les grands esprits se rencontrent. Le mot childism commençait à être utilisé aussi aux États-Unis, par exemple. Donc, typiquement, de cette lutte-là, on n'en parle jamais, alors qu'on l'a toutes et tous subi en plus. On a été des enfantes et des enfants, ou on l'est toujours. Et ça structure toute la société, cet adultisme. Adultisme étant l'oppression, comme on a sexisme pour les femmes, par exemple. Et misopédie, alors ça n'est pas la haine des pieds, hein, je le répète tout le temps. Misopédie, c'est la haine des enfantes et des enfants, comme on a misogynie. Et en fait, ce qui se combat bien s'énonce clairement. Donc déjà, pouvoir en parler, c'est quelque chose. Et imaginez qu'une société puisse être d'égal à égal avec les enfantes et les enfants, mais vraiment d'égal à égal. Et que du coup, il n'y ait pas ce truc où on se rassure entre nous de « bon, je suis opprimée sur plein de trucs, mais je suis quand même adulte, quoi. Je vais quand même mal leur parler. Je vais quand même éventuellement leur taper dessus. » ou, voilà. On a une loi depuis pas très longtemps, mais je vous signale que jusqu'à 2019, les parents avaient le droit de frapper les enfants. Hein. Voilà. Et puis, l'animalisme, alors ça, c'est systématiquement oublié. Et même, c'est là où on a du mal. Dans beaucoup de luttes d'oppression, on essaye désespérément d'être traités comme des hommes, en fait. Des hommes blancs, riches, si possible. Et donc on va dire, mais je ne suis pas un animal. Vous me traitez comme un animal, je ne suis pas un animal. Mais c'est de la merde, ça. C'est-à-dire que, déjà, vous êtes des personnes animales, hein, breaking news, et en plus de ça, dites, on me traite comme un objet, et ça, c'est pas OK. Je veux dire, là, d'accord, les objets, c'est bon, on peut y aller, on peut s'énerver sur son ordinateur, on s'en fout. Je veux dire, allez-y, vous avez de la haine, jetez ça contre des objets, voilà. Mais... en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'on a voulu se sortir de là. Combien de fois on a dit non, je suis pas une poule, non, je suis pas une chienne. C'est quoi? Mais pourquoi c'est sale? Pourquoi le mot chienne, on n'arrive pas à le dire? Moi, j'ai 2 chiennes. Et je dis dans les buts de Chaumont, quand je rencontre des femmes, ce sont des chiennes. Quand je rencontre des hommes, je dis pas ce mot parce que j'ai peur d'être agressée, en fait. Donc, voilà. Et c'est quelque chose à réfléchir, c'est-à-dire que pour moi, quand on arrive à se regarder dans la glace, c'est quand on se comporte bien avec qui est à notre merci. Et je pense qu'on est complètement illégitime à demander à des hommes de se comporter bien avec nous alors qu'on est à leur merci. Ils ont le droit de violer les femmes, les hommes en France. 0,6% des violeurs passent par la case prison. Dans les faits, ils ont le droit. Et nous, on leur demande de se comporter bien alors qu'on est effectivement à leur merci. Mais qui on est pour demander ça si on ne se comporte pas bien avec qui est à notre merci? C'est-à-dire d'autres femmes qui ont des oppressions qu'on ne subit pas. Et je rappelle qu'il y a des oppressions qu'on ne subit pas, qu'on voit tout de suite. Hein, la couleur de peau, a priori, on va capter assez vite. L'origine sociale, on peut, éventuellement. Mais il y a aussi des neuroatypies, des handicaps invisibles. Moi, j'en subis un, par exemple, ça ne se voit pas. Il y a aussi, si vous avez subi des violences sexuelles dans l'enfance, bonjour le handicap. Des maltraitances dans l'enfance ou après, bonjour le handicap. Il y a aussi des maladies chroniques. Il y a aussi y a un tas de... En fait, il faudrait essayer de ne pas hiérarchiser les douleurs parce que là, on s'en sortira jamais. Et ne pas présager que la personne en face, elle ne subit pas des trucs dont vous n'avez même pas idée. Être en rupture familiale, par exemple. Ça, c'est très compliqué aussi. Bref, donc tout ça pour dire...
je pense qu'on est légitime à demander que des gens qui peuvent nous traiter mal nous traitent bien, si on traite bien les gens qu'on pourrait traiter mal. Donc les gens qui subissent des oppressions qu'on ne subit pas. Et donc, au rang de ces personnes-là, aussi les enfants et les personnes animales d'autres espèces. Merci. Mais justement, tu parles de hiérarchie des oppressions, et je trouve que c'est vraiment un des points qui interroge dans l'intersectionnalité. Est-ce qu'on peut y échapper? Est-ce que justement l'intersectionnalité, ça peut fonctionner? Est-ce qu'il n'y a pas toujours une lutte qui prendra le pas sur une autre? Est-ce que tu voudrais intervenir, Anna, sur cette question? C'est une question qui est très très technique, mais en fait, de fait, sans vouloir encore une fois m'attirer des inimitiés, enfin ce serait même pas dans cette salle, mais quand je vois que dans les luttes féministes, on continue parfois à accepter des femmes qui ont eu des comportements racistes ou des propos racistes, quand je vois que dans les milieux dits antiracistes ou les milieux de méga gauche, on continue à accepter des hommes qui ont eu des actes violents envers les femmes, que ce soit des comportements de harcèlement ou de violence sexuelle, je me dis que c'est toujours compliqué. Après, c'est parce que malheureusement, ça, on ne pourra jamais faire sans. Les milieux militants, comme les milieux politiques, comme les milieux médiatiques, enfin tous les milieux plus ou moins attenants au combat des idées, sont aussi sclérosés par des luttes de pouvoir constantes qui sont effectivement inhérentes à la nature humaine. Après, à savoir si la hiérarchisation vient tout le temps, oui, je pense. Moi, même c'était une autocritique que je faisais au téléphone quand on s'est eu, que je te disais, enfin tu me demandais si j'étais sensible à la cause antispéciste. Pour moi, le fait d'être antispéciste, c'est complètement intuitif. En fait, c'est logique. Enfin, je veux dire, il y a... Enfin, pour moi, dans le futur, d'ici peut-être un siècle, si l'être humain est encore là, on trouvera probablement une aberration d'avoir tué et mangé des animaux. C'est quasiment sûr. Maintenant, dans le même temps, moi, je sais que dans ma vie quotidienne, je me trouve complètement des excuses parce que le peu de fois où je mange de la viande, parce que c'est pas non plus tous les jours, mais je vais me dire, ah oui, mais bon, dans tous les cas, j'ai souffert de beaucoup de troubles alimentaires, donc du coup, ça me met en danger si je mange pas. Alors qu'en fait, je sais que c'est complètement con, mais effectivement, comme le soulignait Tiffaine, on est énormément à faire preuve de dissonance cognitive, et c'est pas une fierté. Et dans le même temps, comment faire pour que les luttes ne prennent pas de pas les unes sur les autres? Il y a toujours des enjeux de stratégie qui sont extrêmement difficiles à accepter. On le voit, par exemple, il y a des personnes qui vont avoir une approche de la lutte extrêmement mainstream. Donc le but va être une vulgarisation. Le but va être une vulgarisation des principes militants pour qu'une majorité de personnes, y compris des personnes pas du tout politisées, puissent les comprendre. Et ça va être vu comme pas assez pur sur un point de vue politique et militant par des personnes qui vont être beaucoup plus radicales, beaucoup plus engagées, qui vont avoir une façon de réfléchir qui va être beaucoup plus pointue, qui va être aussi très utile à la lutte parce qu'elle est moteur. Mais du coup, on peut voir aussi les dissensions comme ça et la sensation de la part des personnes qui sont extrêmement radicales que, par exemple, un féminisme mainstream ou un antiracisme mainstream ou une écologie mainstream, ça va être pas assez, mais en fait, il y a aussi une question, moi je pense, des complémentarités entre la façon d'articuler les luttes, entre celles qui vont les mener, enfin, entre les personnes qui vont les mener de façon un peu niche, un peu coup de poing, et les personnes aussi qui vont tâcher de les amener au plus large nombre, parce que là, encore une fois, on se retrouve, et c'est génial qu'on ait cette discussion, mais on est encore une fois dans un lieu chouette, dans Paris, et je sais que pour venir de province, je ne sais pas si c'est le cas de personnes aussi dans la salle, c'est compliqué aussi, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des espaces comme ça en province où il y a vraiment de l'échange d'idées et compagnie, parce qu'aussi les gens avec qui on a grandi, les gens qui nous entourent, les gens de nos familles, ils sont pas du tout forcément aussi politisés, ils n'ont pas forcément eu accès, ne fût-ce qu'aux manifestations d'ailleurs, qui sont un espace aussi de politisation, et du coup même l'enjeu spatial, je trouve qu'il est important, mais bref, je vais m'égarer et je vais laisser la parole.
à d'autres personnes. Mélissa, sur la politisation, justement, est-ce que, en tant qu'élu, tu peux mettre en place des espaces où toutes ces questions sont réfléchies, politisées? Peut-être aussi rebondir sur la première question et après on parlera espace politisation. L'intérêt d'un outil comme l'intersectionnalité, c'est que ça remet en cause des catégories pensées comme homogènes, c'est-à-dire la catégorie femme, la catégorie homme, la catégorie noire. En fait, c'est ça aussi qui nous tue et qui crée finalement à la fin dans les luttes des dissensions et des hégémonies, c'est-à-dire que ça n'existe pas, les noirs, ça n'existe pas, les femmes, ça n'est en tant que tel. En fait, par exemple, moi, en tant que femme noire lesbienne, je n'ai pas le même vécu que d'autres femmes, je n'ai pas le même vécu qu'un homme noir, je n'ai pas le même vécu qu'une femme hétérosexuelle, enfin voilà. Et donc, c'est en ça que l'outil intersectionnalité est intéressant, et c'est en ça qu'il peut nous permettre de créer des fronts communs, des luttes communes, et de créer finalement les conditions d'une lutte commune qui ne laisse personne de côté. C'est là tout l'enjeu de nos luttes et de la mise en commun de nos luttes. Sur les espaces de politisation, moi j'ai grandi dans un quartier populaire où les espaces de politisation étaient sans doute différent de celui où je suis aujourd'hui, mais il y avait ces espaces quand même. On parlait tout à l'heure du travail de terrain que tu mènes. Ça, c'est des espaces de politisation. En fait, les associations qui maillent nos quartiers populaires, en fait, aujourd'hui, je ne serais pas là sans ces assos, sans les sorties au théâtre, sans d'autres espaces. Et en fait, il faut aussi pouvoir créer d'autres espaces de réflexion et d'autres espaces de légitimité politique. C'est aussi là tout l'enjeu, parce que la création de ces espaces d'autres légitimités politiques, autres qu'à Paris Centre, dans des belles pièces, avec des théories, en fait, la politique de terrain permet aussi de changer radicalement les choses. Et c'est cette politique de terrain aussi qui doit nous permettre d'envoyer d'autres personnes dans les assemblées. Je pense que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est la question de la représentativité. J'ai été élue locale, élue dans une métropole, la métropole la plus masculine de France, l'une des plus masculines, avec des hommes qui sont élus depuis les années 70, tous blancs, tous bourgeois, CSP+, et en fait qui mènent les mêmes politiques publiques. Et en fait, aujourd'hui, si on arrive à ces espaces de repolitisation sur le terrain, à les envoyer dans les assemblées, à changer les choses, ça changera aussi nos politiques publiques et ça changera la vie des gens. Parce qu'en fait, on a une politique sclérosée qui, en fait, mène les mêmes politiques. Moi, aujourd'hui, sur des enjeux environnementaux, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, on aime bien créer des grands entrepôts XXL. Et donc, on a d'énormes entrepôts qui, à la fin, sont vides. On a imperméabilisé des terrains. Et en fait, c'est des projets qui existent depuis les années 70, mais il y en a partout, des grands projets inutiles, que ce soit des routes, des machins. Et en fait, c'est ces types qui disent « Ah, mais le coup est parti, on ferait pas ça en 2024, mais bon, bah voilà, on a signé et puis on continue. » Et en fait, il faut un changement radical, parce que c'est ça aussi qui nous tue, c'est ça qui fait qu'on va droit dans le mur, et c'est ces gens-là aussi qui ne comprennent pas les enjeux d'égalité, les enjeux d'intersectionnalité et d'autres politiques qui changent vraiment la vie des gens. Et donc, allez-y, engagez-vous, changez radicalement, renversez la table. Et il faut faire partie de tous les gens qui nous ont mis dans cette situation. C'est un peu le message. C'est un peu le message du jour, engagez-vous, hein, j'ai l'impression. Est-ce que vous voulez rebondir sur cette question de la hiérarchisation ? Oui. Alors, sur la question de la hiérarchisation je pense que moi, je travaille spécifiquement dans l'antiracisme, et je trouve que parler de racisme en France, c'est très difficile, comme dans beaucoup d'endroits du monde, et c'est, je pense. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez. Moi, je fais un podcast qui s'appelle Kif Taras avec Rokhaya Diallo. Et on a énormément de problèmes de financement.
Voilà. C'est-à-dire qu'on est un podcast qui existe depuis 6 ans et c'est difficile de financer ce travail. Je ne sais pas si vous pouvez nommer, vous, dans l'espace, à la radio, je prends la radio parce que comme c'est un podcast, c'est audio, des émissions sur le racisme qui sont financées par l'argent public. Vous en connaissez? Bon, voilà. Non, mais c'est parce qu'il y a des émissions qui sont dédiées à l'écologie, et c'est très bien. Et il y a des émissions qui sont dédiées au féminisme, et c'est très bien, et c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est plus facile pour ces personnes-là. Mais la question est que il n'y a pas, en fait, on n'adresse pas ce problème, ce fléau société, à l'échelle nationale collective, en fait, quoi. Donc, ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut aussi dire que sur la corde à linge, on est quand même, c'est pas, il n'y a pas de priorité. Voilà. Donc oui, la question de la hiérarchisation, elle se ressent. C'est-à-dire que même si je trouve que mon travail est, je le valorise à la même, c'est important, aussi important que d'autres luttes. Je constate que l'énergie qui est mise à faire un espace à ces luttes-là est rare. Et donc, la hiérarchisation, elle est là aussi. C'est pas tant dans l'intention, mais c'est vraiment dans les conséquences et les faits. Donc, et comme tout est lié, vous voyez, ça veut dire là, on a eu plein de personnes qui ont pris la parole pour dire que, évidemment, que si on maltraite les humains, on maltraite la terre, on maltraite les animaux, on maltraite l'air, on maltraite, enfin, tout, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est... mais si on ne s'attaque pas aux problèmes antiracistes, on ne s'attaque pas non plus au reste. C'est-à-dire qu'on va rester sur une micro du saupoudrage et de la cosmétique. Donc la question est, il faut que toutes les luttes puissent être avancées en fait, dans la société. Et après, je dirais que... moi, par exemple, donc j'ai grandi dans une famille de réfugiés avec, par exemple, il y a plein de choses aujourd'hui qui ont des noms et que je me dis, mais en fait, nous, on le pratiquait déjà. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est ce que tu dis par rapport aux familles qui sont précaires. Elles pratiquent déjà. Bon, par exemple, je sais que maintenant, il y a ce qu'on appelle le slow fashion. Donc, porter des vêtements qui ont déjà été portés. Ça s'appelle aussi le vintage. Ça s'appelle... Bon, moi, je n'ai porté que des vêtements qui ont déjà été portés jusqu'à un âge assez avancé. Et je rêvais de commander un truc par correspondance. Vous vous rendez pas compte, mais genre, la Redoute, c'était vraiment waouh. C'était Chanel pour moi, quoi, en fait. Et je me dis, aujourd'hui, on a créé un nom pour dire aux gens, faites ça, faites ça. Et le problème, c'est pas tant ça. Je trouve ça très bien de créer un nom et de valoriser la slow fashion. C'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, malgré cette démarche-là, le glamour et le bonheur n'est pas associé à la slow fashion. C'est-à-dire qu'on va quand même être dans un moment où le bonheur est associé à la consommation de produits neufs, de produits chers. Donc il y a de la consommation, il y a du pouvoir, il y a et donc ça ne permet pas en fait aux démarches comme celle-ci d'avoir en fait de toucher du monde, puisque on a l'impression de faire ça et de faire une bonne action. Mais en fait, on fait pas une bonne action. En fait, c'est juste comme ça que ça devrait être. Donc il y a un travail à faire à la fois sur le terrain, il y a un travail à faire sur les idées, parce que moi, ma grand-mère qui faisait de la slow fashion par la contrainte, elle n'est toujours pas reconnue pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « waouh ». Moi, j'ai même trouvé que ce qu'elle faisait était nul, jusqu'à ce que je me rends compte que, et même moi qui la côtoyais personnellement, je me suis dit non, mais je veux pas ça, je veux pas ce que tu fais toi, c'est nul, jusqu'à ce que je me rends compte que les autres le feront, et ensuite, rétrospectivement, je me dis, en fait, j'ai été bien élevée. Mais j'ai pas envie on n'a pas besoin de l'aller-retour, en fait, il faut juste ne pas valoriser les bonnes choses. Et ça, c'est un travail vraiment aussi très difficile, quoi, parce que il faut changer de paradigme, il faut changer de... et donc voilà, donc c'est un travail à la fois de nous, du quotidien, et à la fois sur le terrain de qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on valorise, à qui on donne l'argent, qui sont les héroïnes, les icônes de notre société et quelles valeurs elles portent. Parce que si on valorise des personnes qui
qui portent que des vêtements neufs. Mais je prends cet exemple-là pour vous dire, mais il y en a tellement d'autres qui ne recyclent pas, qui commandent des... c'est encore un sujet. Je pense qu'ici, c'est peut-être pas le cas, mais vous sortez d'ici, il y a des gens pour qui, non, mais c'est trop compliqué. Enfin, c'est quand même ça la réalité. Il y a un bac pour tout, oh là là, c'est trop compliqué. Non, mais enfin, c'est... Et qu'est-ce qu'on dit en fait, comment on fait pour avoir cette discussion qui, on sait déjà, là, ça va être compliqué d'avoir cette discussion, mais c'est ça la réalité en fait, c'est cette discussion que plein de gens ont à déjeuner dans les cantines de France ou bien dans les... Voilà, et donc il y a plein de choses à mener. J'ai complètement pas répondu à la question, je pense. Je vais essayer d'être rapide parce que je crois que le temps file. Je vais essayer de répondre très rapidement aux deux questions sur la hiérarchisation et sur les lieux de mobilisation. Alors, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste comme vous, donc je vais dire ça en toute humilité à mon niveau, mais toutes les luttes sont importantes, féministes, pour les animaux, antiracistes, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui nous arnaque un peu d'en haut, là. C'est quand même le capitalisme. C'est quel est le modèle de société qu'on veut, et le modèle capitaliste tel qu'il existe actuellement, peut-être qu'il y a un modèle capitaliste bis qui pourrait exister, j'en sais rien, mais il a un peu tendance à nous mettre à diviser pour mieux régner. Donc c'est les hommes contre les femmes, les riches contre les pauvres, les blancs contre les noirs, etc., etc., les hétéros contre les gays. Donc divisons, on régnera mieux. Et on peut même faire croire aux pauvres qu'il y a encore plus dangereux qu'eux, c'est les migrants. Enfin, il y a encore plus de divisions. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il faut vraiment se poser la question du modèle de société qu'on veut, et d'où les choix politiques, etc. Mais en changeant nos choix de société, on va avoir un impact sur les problématiques comme femmes, enfants, animaux, racisme. Mais c'est vraiment, pour moi, ce sujet capitalistique, il est très au-dessus. Et même quand on parle là, le sujet Israël-Palestine, on peut nous faire croire qu'on parle de race, etc. On parle quand même pour moi, de business. Enfin, voilà, on est dans ce qu'a fait beaucoup l'Europe, on est dans de la colonisation. On colonise des ressources. Les humains sont des ressources comme les autres, quoi. Voilà, ça c'est pour le sujet hiérarchisation. Rapide. Sur les lieux de mobilisation, moi j'adore être à l'Académie du climat. Trop génial. J'adore le décor, c'est central. Mais pourquoi ici, quoi? Enfin, tout se joue ici. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure. Une Académie du climat à Montfermeil, à Sevran. Venez, quoi. Pourquoi est-ce que les débats ne pourraient se faire que dans des lieux comme ça, glorieux, ici? Le débat se fait partout. La lutte, l'éducation populaire, c'est fait dans les usines Renault. L'éducation populaire, c'est fait partout, tout le temps, dans les familles. Mais les lieux de rassemblement sont super importants. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais notre association fait partie de plein de mouvements d'éducation à l'environnement, de protection de l'environnement, comme France Nature Environnement, etc. Et on fait partie aussi du mouvement Front de mer, qui a été monté par Fatima Wassak. Et on a testé avec les mamans du Front de mer à Bagnolet la maison d'écologie populaire. Et maintenant, on a décidé d'en mettre partout. Allez, c'est parti. Donc il y en a une qui s'ouvre à l'île Saint-Denis, on va en ouvrir une autre à Nanterre, peut-être à Stein. Des lieux, pas comme l'Académie du climat, quoi. C'est-à-dire des lieux pas très glorieux, peut-être même des lieux itinérants, parce que c'est dur d'avoir un lieu. Tu disais que c'est dur de payer un podcast, ça va payer un loyer, quoi. C'est super cher. Donc, avoir des lieux. Pourquoi maison? Maison d'écologie populaire. Maison, on se sent comme à la maison. C'est pas un truc qui va nous faire peur et tout. Et écologie populaire, c'est l'Éduc-Pop en écologie. Voilà, c'est simple. Et c'est vraiment sur les sujets du quotidien. Il y a trois choses, et ça rejoint un peu ce dont parlait Sandrine Rousseau tout à l'heure. Le premier sujet dont on va parler, c'est l'écologie de soi. Comment on va faire pour s'économiser soi? On sait que les aidants, ils sont épuisés, les militants sont épuisés. Prenons soin de nous, un café, on papote, voilà. On peut accueillir les enfants, la famille, les enfants ne sont jamais séparés, etc. Écologie de soi. Tout le sujet adaptation. L'île Saint-Denis, on est sur une île. Île égale inondation, hein, ça nous pend au nez. On n'a pas besoin d'une tempête bientôt. Voilà, donc on va pouvoir parler de canicule. Demain, il fait 50 degrés, hein, partout. Mais ça, on ne va pas faire une conférence et inviter Jean Covici, hein, non.
Nous, on n'a pas besoin d'une estrade, d'un micro. Pardon, c'est pas le. C'est pour dire que ça peut se faire n'importe quand. Vous invitez vos copines à un café, vous avez mis votre mini maison d'écologie populaire. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut vraiment rendre vraiment généralisé. On n'a pas besoin de stars. Hein. Écologie de soi, écologie tout court, adaptation. Et le troisième sujet, qu'on ne va pas se laisser piquer par les capitalistes, c'est l'ESS, économie sociale et solidaire. C'est parce que c'est bien joli l'écologie, mais des fois ça ressemble à du jardinage, comme certains l'ont dit. C'est genre, on nous demande juste, on nous demande de trier, comme tu disais, etc. Et on va laisser les startups s'occuper du green business, de la high-tech, de la... Non, je suis désolée, il n'y a pas de raison que les gens des quartiers populaires puissent pas aussi gagner de l'argent sur l'écologie. C'est pas réservé aux gens des grandes écoles, etc., qui ont monté leur start-up, qui ont levé des fonds. Je pense que tout le monde peut en vivre. Voilà. Donc, c'est les 3 sujets qu'on va essayer de développer dans les maisons d'écologie populaire. J'espère que j'étais assez rapide. Et du coup, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, il faut qu'on puisse s'engager et mener tous ces combats de front. Mais ça a aussi ses limites. Comme disait Sandrine Rousseau tout à l'heure, le droit à la paresse, c'est hyper important. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même un coût à l'intersectionnalité, un coût social, un coût physique, etc. Est-ce que tu veux rebondir dessus ? Tu veux peut-être répondre déjà. Oui, non, mais déjà, juste dire, je te trouve super experte, oui. experte, comme j'aime dire. Mais oui, non, merveilleuse. Enfin, je vois pas du tout de classement, non, pas du tout. Oui, alors, juste rapidos sur comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas une lutte qui prenne le dessus. En fait, je pense que le mot clé là qui me vient, c'est démocratie, c'est-à-dire arriver à accepter. Ça, c'est très dur. C'est pas très à la mode dans les milieux militants, c'est un peu tabou, mais arriver d'accepter qu'on n'est pas d'accord sur toutes, qu'on n'est pas au même endroit et qu'on n'a pas des clés de lecture sur toutes. Et moi, par exemple, je ne subis pas le racisme. Voilà, ça c'est un fait. Du coup, j'écoute les concernés. Je me renseigne, je me remets en question, je suis en capacité de me dire, tiens, ça, effectivement, je ne l'avais pas vu, etc. Et voilà. De la même manière, voilà, une femme qui est très engagée sur l'antiracisme, par exemple, peut avoir moins de focus sur l'animalisme ou le féminisme. Et en fait, c'est ça où je pense que faut arriver à accepter de ne pas être exactement au même endroit. Et pour moi, pour rebondir sur ce que tu as dit, pour moi, il n'y a pas nécessairement de symétrie entre un homme dit de gauche, parce que bon, souvent, homme de gauche, on est sur de l'oxymore, mais bon, un homme dit de gauche qui a commis des violences sexuelles et une femme blanche qui, à un moment donné, dit un truc raciste. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il y a pas de symétrie du tout, quoi. C'est-à-dire que effectivement, on est toutes et tous, mais même quand on est racisé, j'imagine, je ne sais pas, vous direz, colonisés par l'idéologie raciste. De la même manière qu'on a toutes et tous 1 milliard de choses à déconstruire sur la misogynie, sur le spécisme, et que c'est jamais fini cette histoire. Enfin, moi, même sur le féminisme, ça fait 15 ans que je suis dedans. Je suis toujours plus féministe le jour d'après parce que j'ai rencontré une telle qui m'a appris un truc, et c'est pareil pour toutes, quoi. Donc, bien sûr qu'il y a un continuum des violences et des oppressions, et que même une phrase, c'est pas du tout OK. Par contre, justement, on peut se remettre en question, apprendre, etc. Quand on a violé une copine, là, on dégage du parti. Enfin, je veux dire, voilà. Mais sur ça, sur le fait qu'on n'est pas... Moi, il y a des sujets où je sais que c'est pas là mon expertise. Il y a des sujets où je sais que c'est là. Et c'est pas parce que c'est là que j'ai pas à apprendre en plus. Et voilà, des fois, on va avoir des différences de stratégie, des différences de constats, et même sur les idées de fond. Et tu vois, voilà, quand j'entends il faut sortir des partis de gauche une femme qui a eu un propos raciste, moi, en tant qu'animaliste, honnêtement, j'ai envie de sortir de partout les gens qui mangent mes amis. Enfin, je veux dire, c'est de la folie, quoi. Enfin, quelles que soient les excuses qu'on se trouve, vous faites nimp. Je vous le dis, c'est dingue, en fait. C'est juste dingue.
Et du coup, si on fait ça, alors moi, je sors quand même des luttes de gauche, à peu près tout le monde. Hein, voilà. Donc, et puis une autre personne qui aura encore compris des trucs que j'ai pas compris me sortira moi aussi. Enfin, je veux dire, donc, si les animalistes tolèrent de vous parler, mesdames et messieurs les carnistes, ou les végétariennes et les végétariens, ça sert à rien. Voilà. Donc arrêtez, devenez vegan. Bref, si nous, on tolère ça, bah alors il va falloir apprendre à s'écouter et à aussi se dire, bah, elle a dit un truc, je trouve que c'est faux. Peut-être on va être d'accord de ne pas être d'accord. Peut-être je vais la convaincre, elle va changer d'avis. Mais ayons de la sororité, quoi, de la douceur. Et donc chacun sur ses domaines d'expertise peut mener la bataille. Il y a des moments où on se rassemble et on s'écoute et on a l'humilité de savoir là où on ne sait pas, de s'écouter et de ne pas condamner bêtement, à part quand il s'agit de faits pénaux, encore une fois. Hein, je veux dire, on ne va pas comparer du tout. Une pensée qui n'est pas aboutie et des actes qui tombent au pénal, des crimes et délits. Il faut arrêter. Donc, voilà, je pense que ça, déjà, pour déhiérarchiser. Et ton autre question, c'était le coût. Ah bah oui, bah ça, c'est coûteux. Hein. J'ai plus de voix, voilà, à force de gueuler. Je suis en procédure de plainte pour cyberharcèlement depuis 1 an et demi. Cyberharcèlement massif qui a lieu parce que je dis « elle pleut ». Voilà, quand c'est Prévert ou Necfeu, c'est des génies. Quand c'est moi, ça mérite la peine de mort. Donc ouais, par millions en fait, j'ai reçu des insultes misogynes, évidemment, en priorité, mais aussi lesbophobes, antisémites, des incitations au suicide, des menaces de viol, des menaces de meurtre, de torture. Hein, elle en parlait, Sandrine. En fait, dès qu'une femme s'exprime dans l'espace public, quel que soit le sujet, hein, c'est ça notre vie en fait. Donc oui, ça déjà c'est un coût énorme. Et le coût aussi justement pour boucler mon propos, de la pureté militante des fois. C'est-à-dire le coût de... ça bénéficie qu'à l'oppresseur quand les opprimés se divisent en fait. Et le coût de même plus arriver à se parler, le coût de se sentir condamné alors qu'on sait qu'on est une bonne personne, que du matin au soir depuis tellement d'années, on fait tout pour être la meilleure possible sur l'ensemble des choses. Et voilà, ces moments où il y a des divisions entre militantes et militants, et entre militantes, parce que bon, je sais pas, je les connais pas les autres. Mais ça c'est difficile aussi, et c'est un gros tabou, parce qu'on n'a pas envie de parler des divisions dans les luttes. On n'a pas envie de donner du grain à moudre au camp d'en face. Mais il faut qu'on travaille là-dessus, en fait. Parce que si on n'arrive pas à s'allier sur des causes communes, si on n'arrive pas à être démocrate et à accepter qu'en démocratie, le désaccord et le conflit, c'est la base, il n'y a qu'en dictature que tout le monde doit être d'accord, alors on n'ira jamais nulle part. Donc soyons plus douces, quoi. Sur le coup, je pense que je subis, comme beaucoup de femmes politiques, puis en plus femmes politiques racisées, lesbiennes, etc., un cyberharcèlement massif. C'est des centaines et des centaines de messages par jour. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a une sorte d'homogénéité dans les assemblées et nos corps dérangent. En fait, on arrive là avec... je viens d'un quartier populaire, en plus, j'avais rien à faire là, et puis on sent qu'on n'a rien à faire là et ils nous le font bien comprendre. Et puis en plus, il y a une stratégie massive sur les réseaux sociaux de l'extrême droite pour nous faire taire, pour nous faire disparaître. Et donc, je reçois des centaines d'insultes par jour. Ensuite, le coût, je pense qu'il y a quand même... Enfin, il faut se les coltiner. Il y a un coût moral. Moi, je vois au Parlement européen, là, on a 3 groupes d'extrême droite, en fait. Aujourd'hui, la France a envoyé le plus gros contingent d'extrême droite. Et c'est des horreurs. Toute la journée, en fait. Je vais en commission femmes. Il y a la coordinatrice qui était sur la liste d'Éric Zemmour qui nous explique, qui commence à nous expliquer que le gros danger pour les femmes en Europe aujourd'hui, c'est les femmes trans et les migrants. Et ensuite, il y a 6
interventions de l'extrême droite, et notamment française, pour nous expliquer à quel point les migrants et le grand remplacement sont un danger pour les femmes. Et il y a une stratégie vraiment massive, et ils ont les mêmes discours. Mais vraiment, enfin, je crois que j'ai entendu 20 fois depuis le début du mandat, là, qui a commencé en juillet, cette histoire des migrants qui viennent violer nos femmes et le grand remplacement. Et en fait, par exemple, on est arrivé à un tel niveau d'extrême droite au Parlement européen que... il faut savoir qu'une semaine par mois, on va à Strasbourg. Tous les eurodéputés se retrouvent à Strasbourg pour les sessions plénières. Et en fait, on va dans Strasbourg et on est en sécurité de nulle part. Pour la première fois de ma vie, je suis rentrée dans un bar et il se trouve qu'il y avait tous les eurodéputés fascistes du continent. C'était l'international fasciste là-dedans, avec leurs assistants parlementaires. Et ça a été l'enfer, en fait. Au bout de 20 minutes, j'ai dû partir parce qu'il y avait des nazis qui me regardaient comme ça en buvant leur verre. Enfin, c'était vraiment très gênant. Et donc, il y a un coup aussi, c'est la première fois que je me sens pas bien physiquement, que je me sens pas en sécurité. Je me disais, c'est dingue parce que ces gens sont élus et ils me mettent en insécurité. Et donc, je pense que c'est très dur. Je me dis que c'est un mandat de combat, qu'il faut les combattre pendant 5 ans sans cesse, mais c'est très difficile. À la fois les discours et leur attitude, enfin, ils sont exécrables et ils le font bien comprendre dans les couloirs. J'ai une collègue qui a vécu au mandat précédent une agression verbale raciste, une collègue députée de la part d'un de ces gars. J'ai mon assistante qui en a vu un faire un salut nazi. Enfin, c'est assez dingue l'ambiance au Parlement européen actuellement. Bon courage. On va parler de coups, du coup, je pense qu'on vit un peu toutes les mêmes réalités, comme toutes les femmes qui s'expriment dans l'espace public, en fait, avec évidemment à chaque fois des spécificités. Donc une telle va recevoir des insultes racistes, une telle lesbophobe, une telle transphobe, une telle grossophobe, parfois tout à la fois. Je pense par exemple à mon amie Barbara Butch, qui depuis les JO, étant une femme grosse, lesbienne, juive, maghrébine, qui travaille dans le monde de la nuit, enfin voilà, s'en prend plein la gueule par la terre entière, littéralement, depuis les JO, et qui surmonte ça avec énormément de courage et de bravoure. Sur la question purement intersectionnelle, moi je sais que de la même façon du coup que tu reçois des menaces de viol, de mort, de torture, de tout ça, je sais pas si tu as déjà eu ça aussi, quand tu t'exprimes par exemple sur les questions antiracistes, alors que en tant que personne blanche, tu étais plus attendue sur un féminisme très universel, donc blanc. Moi j'ai reçu énormément de messages d'hommes, évidemment, c'était pas des femmes, qui me traitaient de pute à, donc N-word ou B-word, etc. Et donc, toi qui aimes tant les migrants, on va t'en envoyer en équipe pour te violer, etc. etc. Bon, voilà. Bon, c'est toujours la même histoire de, en fait, les méchants étrangers viennent nous voler nos femmes, avec un espèce de petit fantasme peut-être aussi, où ils fantasment sur la taille des pénis d'hommes d'autres ethnies, supposément encore, et que donc c'est pour ça qu'on serait plus intéressé par eux. Encore une fois, ils savent pas par qui on est intéressé, ils savent pas si on est intéressé par des gens, ils savent pas si on est intéressé par des hommes, mais immédiatement, voilà, c'est parce qu'on est des putes à haine qu'on va, par exemple, se positionner dans la question, sur la question des violences policières, en tout cas toute question touchant aux thématiques antiracistes. Par rapport à la question d'intersectionnalité, à mon sens, dès lors qu'on a certains privilèges, moi en l'occurrence, je subis pas d'oppression visible. C'est-à-dire que si on me voit comme ça, je suis juste une meuf cis, blanche, hétéro, parce qu'on présume toujours que les gens sont hétéros, etc. Et du coup, je me suis toujours servi de ça pour servir de cheval de Troie aussi et aller à la télé, aller à la radio, organiser des manifestations, etc. Parce qu'évidemment, à Bruxelles notamment, j'ai organisé beaucoup de manifs. Je savais que si j'avais envie d'organiser une manifestation ouvertement antifasciste ou anti-gouvernement ou anti-système policier, en vrai, moi, on me laissait le faire. Alors que
une copine qui porte le hijab et qui a envie d'organiser une manifestation pour défendre son droit à continuer à le porter dans le cadre de ses études, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, en fait, clairement, il y a la question d'aller se servir du white privilege. Et moi, à la télé, je me servais aussi de ce qu'on appelle le beauty privilege, c'est-à-dire juste le fait d'être conforme à certains stéréotypes physiques. Mais quand vous regardez les figures que vous suivez sur Instagram, celles qui vont à la télé, c'est pas honnêtement, hein, c'est pas forcément qu'on est les plus pertinentes. C'est juste qu'on se ressemble toutes et que c'est nous qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes parfois qui sont beaucoup plus capées sur un sujet. On aura beau dire aux chaînes de télé, non, il y a une telle qui a écrit un livre, qui a fait une thèse, qui a machin sur ce sujet, appelez-la, ils vont être là. Ah oui, mais non, mais en fait, c'était vous qu'on voulait, machin, blablabla, blablabla. Donc à la fin, en fait, tu sais que soit tu y vas, soit ils vont appeler des féministes d'extrême droite. Donc il y a un moment, bon, bah, tu préfères quand même aller, mais c'est un petit peu con. Et du coup, on en parlait la fois passée, je m'étais retrouvée à l'époque à discuter avec le ministre de l'Intérieur, enfin qui n'est plus ministre de l'Intérieur du coup, mais donc j'étais allée parler avec lui chez Hanouna. Un beau combo ce soir-là. Et juste avant moi, il y avait la journaliste Nadia Lazouni qui était, je ne sais pas si elle est encore, mais en tout cas qui était chez Le Média et qui porte non pas un hijab mais une forme de turban. Et en fait, elle a posé une question qui était tout à fait sensée, légitime à Gérald Darmanin, en sachant que de sa position de journaliste, elle n'avait pas le level de rage que moi je peux avoir dans les propos en tant que militante, en sachant que Darmanin savait très bien que j'avais déjà organisé des manifestations nommément contre lui. Pourtant, je vous laisse deviner qui est-ce qu'il a disqualifié et traité d'hystérique et limite de danger pour la France et à qui il n'a pas répondu. C'était elle. Et moi, juste après, je suis arrivée avec des mots tout calmes et la peau blanche et mes cheveux longs bien exposés, etc. Et il a répondu à mes questions. Après, moi, si j'étais allée, c'était en tant que cheval de Troie pour du coup me dire, ben voilà, le public qui regarde Hanouna, peut-être que c'est pas des gens qui justement vont dans les espaces militants. Ça va peut-être pas être des gens qui vont suivre des pages militantes sur les réseaux sociaux. Ça va pas être des personnes qui vont avoir un savoir universitaire sur la question des luttes, ni même une appétence pour celle-ci. Et donc, bah, moi, je vais aller sur ce truc, leur offrir une figure qui est perçue comme neutre parce que universelle, parce que je vais ressembler au plus possible à l'être humain étalon, si ce n'est le fait que je ne suis pas un homme, mais à l'être humain lambda par défaut en étant une femme hétéro, cis, etc. Et on va m'écouter. Et de fait, ces gens-là m'ont écouté. J'ai reçu vraiment des centaines de messages de téléspectateurs de Cyril Hanouna, donc qui ne sont pas franchement en accord avec nos idées, qui m'ont envoyé des « Oh là là, normalement, je n'aime pas les féministes, mais vous êtes vraiment douce et gentille, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce que vous avez dit. En plus, vous êtes très jolie, ou je sais pas quoi. » Et en fait, chiant de fou de devoir utiliser cette espèce de truc où du coup tu sais que tu vas en plateau, tu vas bien te coiffer, tu vas bien te maquiller, tu vas t'habiller comme ci, comme ça, tu vas cacher les tatouages parce que sinon tu vas directement vu comme une hystérique, enfin tout ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire feu de tout bois avec nos complémentarités, etc. et se servir de chaque arme qu'on peut détenir. Donc voilà, pour moi, comment on doit articuler l'intersectionnalité, c'est réfléchir à chacune les atouts qu'on peut avoir, qui nous permettent parfois de porter les voix des autres, là où on sait qu'elles subiraient trop de violence et qu'elles ne seraient pas écoutées, et s'en saisir au maximum et y aller, quoi. Voilà. Bon, alors je voudrais réagir sur le coût social. Tu parlais du coût social. Peut-être avec une autre approche encore. Moi, quand je pense coût social de ce dont on parle là, croisement des luttes, je vois deux choses. Le coût pour la société qui est fracturée, et le coût argent. Société fracturée, bah, c'est ce qui se passe depuis des dizaines d'années. On nous met les uns contre les autres. Et là, ici, on envoie on s'aime pas. Voilà, on s'aime pas. Toujours un truc contre lui, je l'aime pas, elle, je l'aime pas. Lui, c'est un mec, elle, c'est une femme, elle mange la viande. Voilà. On s'aime pas, on se supporte pas, etc. Les migrants, bon. Ça, pour moi, c'est un coût social. C'est soit on se bat ensemble, soit on se bat les uns contre les autres. Et a priori, on a des combats supérieurs à mener. Il faudrait qu'on soit ensemble. Hommes, femmes, animaux, humains,
gays, hétéros, végétariens, carnivores, tout le monde en même temps. Et ça, on l'a un peu perdu. Comme tu le disais tout à l'heure, on a le droit. Merci Anna. Bon courage au Grand Contrôle. Bravo Anna. Encore une fois, ce n'est que mon opinion, mais je pense qu'on ne va pas arriver à mener ce combat monumental qui nous tombe sur la tête si on est fracturé, si on est les uns contre les autres. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas avoir les mêmes modes de vie, mais je pense qu'il faut quand même qu'on se serre les coudes. Et là, on a, tout à l'heure tu en parlais, le Front National qui, au travers des hommes politiques et des médias, nous distille sa haine et cette séparation tous les jours en disant on est différents. Moi, j'aimerais juste une chose, que vous vous souveniez qu'on est tous pareils. On n'est pas différents, on est tous pareils. Vraiment, tous ici, et dans les quartiers, et à Lyon, et à Grenoble, et à Alger, et à Nana, on est tous pareils. Vraiment. Et je pense qu'on n'arrivera pas à cette lutte si on ne se redit pas tous les jours qu'on est tous ensemble. Vraiment. Ça me semble mais tellement important. Et après, je vais aller sur le côté financier, mais juste terminer sur le côté social. Nous, ce qu'on essaye de faire au sein de nos projets, c'est vraiment, on réfléchit avec le mouvement associatif, le mouvement de la Fonda, à ce qui s'appelle le faire ensemble. Il y a le vivre ensemble, mais il y a le faire ensemble. J'aimerais bien, s'il vous plaît, faire un mini-sondage dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont engagés dans quoi que ce soit? Amicale de locataires, association, fédé de parents d'élèves. Est-ce que vous avez un mini-engagement, quel qu'il soit? Je le savais. Mais c'est l'Académie du climat. Mais peut-être qu'ils ont vu de la lumière, ils sont passés, ils se sont dit tiens, il y a une fête ou quoi? Non, voilà, bon, vous, c'est la question est faussée. Mais on a tous un engagement. Peut-être qu'il y en a qui s'occupent de leurs parents. C'est un engagement. Voilà, on a tous un engagement. Et donc, l'idée du faire ensemble, c'est qu'il faut continuer à faire, en étendant ce faire. Ça peut être un composteur au pied de l'immeuble, au pied de votre HLM. Un jardin, participer à un jardin partagé. Être parent d'élèves pour aller, c'est pas juste, je vais défendre mon gamin, je vais aussi défendre les autres gamins. Voilà. Et je pense que c'est vraiment crucial pour se vivre ensemble, que l'on fasse tous ensemble et qu'on le fasse savoir. C'est-à-dire que, quitte à faire des selfies, des Instagram et tout, plutôt que sur ce que j'ai mangé, sur le repas, le banquet populaire qu'on a fait. Voilà. Plutôt que j'ai arrosé ma plante, on a mis des plantes dans le hall de l'immeuble, tous ensemble entre voisins. Voilà, l'idée, je pense qu'il faut vraiment commencer à marteler le fait qu'on fait tous ensemble et qu'on est tous ensemble et qu'on arrête, on disait la blague du, justement, les migrants, etc. Ils veulent violer nos femmes et manger notre pain. Et comme disait Fernand Reynaud, finalement, c'était le boulanger et on l'a foutu dehors. Donc, le truc, c'est communiquons sur ce que l'on fait ensemble. Et je pense que plus ils distillent leur haine de lui, elle, gna, 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 et nous, on doit distiller notre amour, je suis désolée du mot amour, hein, mais notre amour de j'aime les gens, en fait. J'aime les autres, j'aime mes voisins, j'aime l'instit de mes enfants. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, hein, mais en général, on aime quand même les gens. Moi, j'ai des copines formidables, une famille formidable, surtout les copines, bon sang, mais c'est trop génial. Bref, tout ça pour dire, vive les copines, tout ça pour dire que vous avez un travail, vous avez une mission. Tout à l'heure, on disait engagez-vous. Bah, au quotidien, vous pouvez aussi diffuser ces messages hyper positifs. Je pense qu'il faut qu'on diffuse le constructif. On n'arrête pas de nous démolir toute la journée. Nous, il faut qu'on contre-attaque avec des vagues d'amour et de construction, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le coût social, il est aussi financier. Le coût des femmes maltraitées, c'est un coût financier. Là, en prison, on met énormément de gens en prison. On ne sait que emprisonner. On est sur le bout de la chaîne. L'investissement, en fait, je ramène tout à l'argent, je suis désolée, mais l'investissement s'appelle l'éducation. L'éducation sauvera le monde. L'éducation, c'est la valeur ultime. Et si on a une bonne éducation, on a de l'empathie pour les êtres vivants, on a de l'empathie pour les femmes. Et il y a beaucoup d'émissions qui passent là-dessus. On peut mettre, si on veut, plus de prisons, plus de gendarmes, plus de plus de comparution immédiate. Mais si derrière... Si en amont, bien en amont, on n'a pas fait l'éducation de tout le monde, et l'éducation, ce n'est pas que l'éducation des enfants à l'école, c'est l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation populaire, tout le temps, dans son amicale de locataires, dans son asso, etc. Le fameux monde associatif dont tu parlais tout à l'heure. Cette éducation-là, ça va permettre d'économiser de l'argent derrière, parce que le racisme, ça a un coût.
si on veut empêcher la liberté de circuler. Normalement, c'est un droit, la liberté de circuler. Là, avec les migrants, on ne fait que des murs, on ne fait pas des ponts. Bah, tu prends ton mur, tu le retournes et ça fait un pont. Voilà. Donc, tout ça, ça a un coût. On ne se rend pas compte, mais Frontex, etc., c'est des milliards. Tu prends les mêmes milliards, tu les mets ailleurs. Comme par miracle, les problèmes se règlent. Encore une fois, c'est une question de quelle société on veut, quel modèle de société on veut. Mettons l'argent là où c'est bon. Bon, là, il y a Éric Coquerel qui est en train de fouiller dans les comptes. Il va nous sortir quelques petites surprises. Mais c'est vraiment une question d'argent. Tout ce dont on a parlé là, la maltraitance animale, la maltraitance de la nature. Là, on est en train de découvrir, je sais c'est de quel côté, là, une épidémie de cancer des enfants. Je crois que c'est du côté de La Rochelle. Bah, ça va coûter combien de gérer les cancers des enfants? C'est horrible. Enfin, si vous ne voulez pas payer la facture à la fin, bah, l'argent, mettez-le au bon endroit. Et pour moi, ça, c'est ça le coût social. Bon. Mais juste pour rebondir sur le coût du racisme, il y a un ouvrage qui est paru récemment de plusieurs auteurs qui parlent de l'islamophobie et donc du fait de personnes qui quittent la France parce qu'elles subissent de l'islamophobie et qui ne trouvent pas un travail à la hauteur de leurs compétences, qui sont dans... et donc ça, c'est documenté, hein, c'est des chercheurs qui ont... je ne connais plus le titre, mais voilà, je suis... Merci beaucoup. Toujours la France, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est pareil. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, hein, comme s'il n'y avait qu'une binarité possible. Alors qu'en fait, ce qu'on veut, nous, c'est faire mieux. En fait, voilà, on veut tout. On veut tout de suite maintenant, et c'est urgent. Donc ça, c'est et moi, donc ça, c'est le coût. Évidemment, qu'il y a un coût et le coût personnel aussi. Je pense que et vous l'avez tout à l'heure énoncé toutes. Je pense qu'il est assez. Moi, je peux pas vous mentir. Hein, moi, je suis épuisée. Je me sens hyper fatiguée. Des fois, je pleure pour un truc qui est même pas triste. Même, je pense, des fois, c'est drôle et je pleure. Et je me dis, waouh, en fait, je pense que c'est... Mais à la fois, je trouve de la joie dans la lutte. Et donc, j'essaye de me dire que voilà, demain sera meilleur parce qu'on va le rendre meilleur. Et donc, tout ce que vous avez dit, la douceur sur les relations entre nous et le fait d'être extrêmement... Enfin, on doit rester exigeant sur les objectifs que nous recherchons, mais nous devons aussi faire preuve de beaucoup d'indulgence avec les personnes qui sont dans ces luttes-là et qui sont comme nous voilà, dans cette quête. Donc c'est vraiment un équilibre qui est difficile à trouver. Parfois, j'y arrive pas, et je pense que parfois aussi, il y a plein de gens qui baissent les bras parce qu'elles ne se sentent... Enfin, baissent les bras. C'est pas quelque chose de négatif en fait de se dire je vais me reposer, là je vais juste me mettre en pause pour voilà, donc le coût personnel il est aussi important, et c'est en nous ménageant nous-mêmes qu'on va continuer à porter ces questions-là jusqu'à la victoire totale et annihilante. Et voilà, donc je pense que ça aussi c'est un travail de chaque minute de pouvoir faire place à nous-mêmes. Je vais faire une mini pub de 10 secondes sur Caritas. Vous connaissez l'association Caritas qui vient de sortir une étude qui s'appelle « L'injuste prix de l'alimentation ». Après, le juste prix, c'est l'injuste prix. C'est une étude que je vous conseille. Vous pouvez trouver sur le site de Caritas, c'est à disposition. Et c'est pour dire, juste pour donner un exemple, juste sur un seul sujet qui est l'alimentation, le coût de la malbouffe, 19 milliards. C'est le coût affiché, plus 34 milliards coût caché. Et donc, en fait, vous avez des gens qui produisent, des paysans, des gens qui consomment, et au milieu, des distributeurs transformateurs. Les paysans sont pauvres, les consommateurs sont pauvres, et au milieu, vous avez des gens qui se goinfrent. Donc, il y a pas que le constat, il y a aussi des solutions. Lisez ça, c'est juste sur le sujet de l'alimentation. Il faudrait lire sur tous les sujets, mais Oxfam, Caritas, tous ces grands assos produisent des contenus très utiles à disséminer avec amour autour de vous. Et il y a aussi le coût de la virilité de Lucie Pétavin qui vraiment dresse un portrait vraiment étonnant d'à quel point c'est cher, enfin, à quel point la société doit porter la virilité financièrement. Donc, voilà. Eh ben, merci beaucoup pour vos témoignages.